Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec tous les aléas de Mercure rétrograde pour réussir à enregistrer cette vidéo entre la voix qui me faisait défaut, les coupures de micro, les appels non prévus. Donc, je recommence à nouveau et je persévère parce que je trouvais que le symbolisme de cette nouvelle lune était très riche. Donc, j'espère que vous l'apprécierez tout particulièrement. Donc, on a dans quelques heures, bon, je suis un peu en retard, mais on va dire que Mercure rétrograde m'excuse, on a une nouvelle lune en Scorpion qui a la particularité, alors aussi d'être à la fin du Scorpion, donc aussi dans ce symbolique de transition, hein. Vous savez que les derniers degrés d'un signe sont toujours des degrés un petit peu critiques pour la tradition parce qu'ils amènent l'entre-deux. Donc, c'est aussi souvent le symbole de quelque chose qui se termine. Et quelques heures après la nouvelle lune, on a le Soleil qui va être en quasimi à Mercure. Donc le quasimi, c'est une notion que vous retrouvez en astrologie médiévale, en astrologie hellénistique, où à 1 degré vraiment d'orbe, même 10 minutes ou 15 minutes, je crois que c'était dans l'astrologie médiévale, la planète est régénérée par le Soleil. Donc parfois, je crois qu'on disait aussi qu'elle était dans la chambre initiatique du Soleil. Donc là, il y a quelque chose d'assez fascinant parce que on pourrait jouer avec le symbolisme et se dire Mercure est régénéré par le Soleil et par la Lune, et en plus, il est dans une opposition à Uranus qui peut donner à cette nouvelle lune un côté un peu chaotique, j'en suis témoin, imprévisible, erratique, mais aussi peut-être ce que je vais vous partager en tout cas de cette nouvelle lune et de cette idée d'accepter une forme de transformation, de mort symbolique pour renaître, peut se faire avec ce sentiment d'urgence très propre à Uranus, d'avoir envie de vivre quelque chose de différent, de s'arracher à certaines dynamiques anciennes, de se détacher de certaines mémoires ou de s'en libérer. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même aussi un grand trigono hein, dans les jours à venir. Je vous mettrai les dates exactes. Il y a le Soleil en trigone à Saturne-Neptune, en trigone à Jupiter, idem pour Mercure. Donc, on est aussi dans ce grand trigono, donc cette ressenti de toutes les eaux de la dissolution du poisson, les eaux de la sécurité maternelle du cancer, et puis les eaux plus marécageuses de ces mémoires qu'on vient transformer avec cette nouvelle lune. Donc, on peut aussi un peu avoir l'impression d'être sous l'eau, ou au contraire, d'appuyer sur le levier, j'allais dire, uranien, qui a envie aussi de se détacher de cette passivité aussi, de cette très grande fatigue hein, qu'on peut ressentir avec un grand trigone d'eau. Donc pour revenir peut-être un petit peu sur la symbolique du scorpion, alors moi j'aime beaucoup toujours utiliser l'astrologie ancienne pour décortiquer un petit peu le symbolisme. Alors il faut savoir qu'en astrologie hellénistique, il y a une grammaire un petit peu différente des fois de ce qu'on peut connaître, c'est-à-dire que vous avez plus scorpion égale maison 8 égale Pluton, mais il y a vraiment une indépendance, on pourrait dire, des signes, des planètes et des maisons avec l'idée que les planètes, ce sont les étoiles errantes qui vont prendre l'énergie des constellations célestes pour se manifester sur Terre. Donc il y a vraiment cette très grande beauté aussi, moi je trouve, du symbolisme, hein. Et justement, les qualités du scorpion, c'est des qualités en lien avec la fixité, le froid, l'humidité, l'eau et nocturne. Et c'est un signe qui est régi par Mars, donc ça, c'est intéressant parce que le Mars du Scorpion, c'est vraiment le courage de descendre dans les profondeurs, le courage aussi de couper ce qui peut empêcher que la vie renaisse. Donc des fois, il s'agit de mémoire, il s'agit d'attachements toxiques, il s'agit de choses aussi qui peuvent nous faire stagner. Alors, on associe beaucoup de qualités au scorpion. Une des qualités qu'on peut retrouver, c'est l'idée aussi de l'intensité. Donc moi, j'aime beaucoup, hein, les personnes qui sont en cours avec moi le savent, aller chercher l'étymologie des mots. Et intensité, ça vient en étymologie de un, qui veut dire vers l'intérieur, et tendere, qui est tendre, étirer, pousser une force jusqu'à sa limite. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver énormément dans le scorpion. C'est vraiment cette idée de devoir aller jusqu'au bout du bout du bout, avec cette impossibilité de vivre à la surface des choses, avec Vénus de tout ressentir en profondeur, avec la Lune d'avoir des émotions très puissantes, qui nous connectent aussi avec des forces très primales. Hmm. Et
comme s'il fallait descendre, descendre pour toucher la limite qui est parfois un peu floue dans le scorpion, hein, c'est-à-dire qu'on peut descendre, 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 descendre et se demander où est le fond du marécage pour pouvoir ensuite remonter à la surface. Hein. Et c'est vrai aussi que vous allez retrouver le scorpion très à l'aise dans tout ce qui est tabou. Dans l'astrologie ancienne, vous voyez le scorpion relié euh, au collecteur d'impôts, à la nécromancie, aussi au croque-mort, enfin, en tout ce qui est généralement désagréable, ou tout ce qui est chirurgical, ou tout ce qui est, bon, tout ce qui est aussi de l'ordre de la criminalité, ou ici on pourrait dire du narcotrafic, et aussi de l'ordre du scorpion. Hein. Mais il y a souvent quelque chose en lien avec le secret, et il peut exister dans le scorpion, hein, il est quand même régi par Mars, une autopréservation aussi de ses intensités émotionnelles. C'est comme s'il il réagit à sang-froid. Hein. Et il y a une action qui va être basée vraiment sur réfléchir sur nos motivations profondes, le besoin de ressentir profondément les choses, donc, ce qui va expliquer aussi le côté silencieux, un peu plus mystérieux, plus stratégique, hein, qui va élaborer et calculer quelque chose dans son intériorité. Hein. Et je trouvais que la beauté du symbolisme de la nouvelle lune, avec cette idée toujours qu'on retrouve dans les nouvelles lunes, cette idée de la graine, de quelque chose qui est nouveau. Hein. Euh, je lisais le livre La psychologie du transfert de Jung. Vous allez vraiment retrouver cette idée que aucune vie nouvelle ne peut naître, disaient les alchimistes, sans que l'ancienne soit morte auparavant. L'acte du semeur qui enfouit le grain dans la terre, où il meurt pour s'éveiller à une vie nouvelle. Hein, dans ce livre, il va prendre les images du Rosarium Philosophicum pour regarder le processus d'individuation et le lien vers la totalité. Et c'est vrai que l'étape, on pourrait dire, alchimique du scorpion, et encore plus dans cette nouvelle lune, c'est la nigredo. Hein. C'est cette mort psychique, cette mort symbolique. Et comme le dit Jung, le nigredo, il est toujours lié à l'obscurité du tombeau, hein, je le cite, de l'Hadès, pour ne pas dire de l'enfer. Et vous savez aussi peut-être que dans le monde des enfers, il y a énormément de fleuves, dont le Styx, qui sont vraiment le symbole aussi de ces mémoires et de ces eaux usées. Et beaucoup de héros ou d'héroïnes de la mythologie descendent dans les enfers. Et ce que je vous propose, c'est d'en voir quelques-uns pour essayer aussi de comprendre dans cette descente, dans cette transformation, qu'est-ce qu'on récupère. Donc, vous avez par exemple Inanna et Ereshkigal. Donc, Inanna et Ereshkigal, je vous invite à vous rendre sur mon site. Il y a un onglet qui dit atelier. J'avais fait un atelier libre sur la rétrogradation de Vénus en Lion en 2023, qui va beaucoup imager justement la descente d'Inanna, hein, qui est la reine des cieux en Mésopotamie et la reine euh, qui a énormément d'apparat et qui va devoir se dépouiller pour aller rencontrer ou assister aux noces de sa sœur Ereshkigal, qui, elle, règne sur le monde du dessous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, Inanna va mourir, il va y avoir une sorte de rapport de pouvoir avec sa sœur Ereshkigal. Seulement, il va y avoir deux alliés qui ont aussi un petit peu la dimension mercurielle qu'on va retrouver, hein, le Mercure qui est présent dans ce Casimir, qui est vraiment dans sa dimension psychopompe, celui qui nous accompagne. Donc, ça va nous permettre d'aller rencontrer des parties de nous-mêmes et comment justement Inanna va pouvoir être sauvée quelque part du monde des enfers grâce à ces deux petits esprits, bah, c'est qu'ils vont avoir énormément de compassion face à la souffrance d'Ereshkigal. Donc il peut y avoir aussi cette invitation, lorsqu'on descend dans le scorpion, à avoir de cette compassion avec ces parties en nous qui souffrent, qui crient, pour pouvoir les libérer et pour pouvoir les laisser renaître. Vous avez une autre déesse aussi qui va euh, descendre, malgré elle, on pourrait dire, dans le monde du dessous, c'est Perséphone. Alors là, Perséphone, elle va être raptée par Hadès. Perséphone, elle peut correspondre aussi à l'étape du taureau, où elle est dans une sorte de fusion avec sa mère, dans une sorte d'innocence, en lien avec les plantes, en lien avec la nature. Et elle est arrachée quelque part à cette innocence par Hadès, qui, avec sa cape d'invisibilité, hein, vous savez, c'est aussi les moments où l'inconscient surgit et on est pris par des angoisses qui nous
quelque part, viennent faire irruption dans un état un peu de taureau, un peu de commodité, de confort, pour nous éveiller, pour nous transformer, pour abandonner l'ancien. Hein. Le mythe de Cérès et Perséphone, c'était un mythe agraire, et du coup, il fallait aussi abandonner les anciennes valeurs symbolisées par la mer pour pouvoir naître à de nouvelles. Et là, on retrouve aussi l'initiation de Perséphone en lien avec la jeune fille et la femme qui va croquer d'ailleurs le fruit des enfers. Et vous savez que quand vous avez goûté à de la nourriture aux enfers, vous y êtes lié. Hein. Et Perséphone deviendra la reine de l'invisible. Elle aura aussi cette puissance. Elle sera comme Mercure d'ailleurs, autorisée à passer d'un monde à l'autre. Hein. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important lorsqu'on parle du scorpion. C'est qu'en face, il y a le taureau. Et remonter toujours à la surface, profiter du printemps, célébrer, j'allais dire, les cultures, c'est aussi quelque chose qui peut être très important. Vous avez un autre mythe encore, c'est Psyché. Héros et Psyché, c'est souvent le symbole un petit peu de l'initiation justement du féminin pour sortir de l'illusion romantique, où elle va avoir différentes épreuves. Et l'une des épreuves de Psyché, c'est qu'elle doit aller récupérer la boîte de beauté de Perséphone dans le monde du dessous. Donc elle doit descendre dans le royaume des morts pour rencontrer justement la souveraineté de l'ombre, on pourrait dire ça. Elle abandonne les identifications, elle abandonne aussi son moi, elle se dépouille. Symboliquement, elle vient intégrer aussi une autre facette de son féminin, une autre facette de l'anima, au travers du silence, de l'immobilisme, de la réceptivité. Elle vient peut-être aussi rencontrer la beauté de la nuit, la beauté de l'obscurité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle arrive justement à avoir la beauté, le coffre de beauté de Perséphone, mais poussée par la curiosité. Donc on retrouve Mercure qui nous pousse toujours, qui est toujours présent dans les initiations où on doit aller un peu plus loin, même si des fois c'est la curiosité et c'est un peu les, de jouer des tours hein, qui nous fait répéter aussi quelque chose. Le symbolisme, quand elle ouvre la boîte de beauté, elle va s'endormir dans un sommeil de mort, c'est que quelque part, on ne peut s'approprier le contenu des profondeurs quand on ne l'a pas encore maîtrisé et quand on ne l'a pas encore intégré. Et quelque part, c'est ce nigredo, donc c'est cette mort symbolique qui nous dit qu'on ne peut pas résister à quelque chose de plus grand et qu'il y a aussi cette idée toujours dans cette descente, dans cet ébouillement, on ne peut pas tricher, on ne peut pas manipuler, on ne peut pas essayer d'ouvrir juste pour voir. Hein. Il va toujours y avoir des conséquences et à la fois, c'est justement parce que Psyché peut mourir qu'elle peut être fécondée par plus grand qu'elle et qu'elle peut aussi se réunir à nouveau avec Eros. Il faut savoir aussi que dans les descentes, dans cette catabase, il y a toujours d'ailleurs dans tous les mythes, il y a des précautions pour aller aux enfers. Hein. On pourrait dire symboliquement, il faut avoir un contenant taureau, hein, quelque chose que vous pouvez, et c'est maintenant ce que je vais évoquer, l'axe scorpion taureau aussi en lien avec ce grand trigone d'eau, c'est que si on ne construit pas un contenant, ou comme disait une de mes profs youmiennes, si vous n'avez pas un alambic pour faire des opérations alchimiques, tout va se dissoudre. Donc l'importance du contenant, l'importance de la terre, et aussi il faut éviter ce que Jung appelle justement dans ce livre ça, les œdèmes psychiques. Alors qu'est-ce qu'un œdème psychique? Il va prendre l'exemple de Merlinus. Alors Merlinus, c'est pas le magicien de la table ronde, c'est plus une forme justement de Mercure, de Merculinus. C'est un homme sage, un petit peu ambivalent, très primordial, mais il va absorber trop d'eau. Hein. Donc symboliquement, il va absorber trop de contenu inconscient et du coup, il va se dissoudre. Il va vraiment avoir un œdème, j'allais dire, où il va un petit peu exploser. Et ça, c'est une symbolique que vous retrouvez aussi beaucoup dans le scorpion. C'est que le scorpion, il a le taureau en face. Donc, il est obligé, quelque part, dans son rôle d'éboueur du zodiaque, de purification des mémoires, bah, de créer un espace où il puisse, quelque part, régénérer la terre. Sinon, il y a ce risque bah, d'inflation aussi de cet œdème psychique où on est submergé par les contenus. Bon, ça, je laisserai plus à des personnes
thérapeute ou plus euh, avec une dimension plus psychanalytique, hein, regarder aussi le type d'inflation qui peut être lié et qui peut créer aussi certaines psychopathologies, hein, quand les contenus inconscients prennent le dessus et en lien avec aussi la conscience, hein. Et ça, comme je vous disais, c'est vraiment cette invasion de trop d'eau. C'est aussi quand le scorpion, quelque part, est dans ce côté déboueur, déboueur, mais ça devient toxique parce qu'il ne le rend pas à la terre. Donc, il y a vraiment cette obligation aussi, on pourrait voir, on est obligé de mourir et de changer de forme, et du coup de remettre ce qui est mort dans le taureau pour éviter, quelque part aussi, cet œdème-là, hein. Et ce que vous allez retrouver d'ailleurs chez Jung, c'est que le seul principe qui peut absorber et matérialiser cette surcharge d'eau, c'est ce qu'on appelle la matière alchimica, hein, donc la terre-mère, donc le taureau. Symboliquement, c'est aussi le contenant, hein, comme je vous le disais, le réservoir alchimique. C'est tout ce qui est en lien avec le corps, la terre, la lenteur, la densité, la nature, l'enveloppe, le rythme. C'est le taureau, il va densifier, il va retenir, il va donner une coupe, hein. Et je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant que, voilà, on est dans ces processus très profonds et ne jamais oublier aussi à créer ces contenants dans le corps et dans une sécurité, surtout avec Uranus en taureau, hein, qui vient nous empêcher quelque part de trouver cette sécurité du contenant dans les possessions matérielles ou dans des sécurités extérieures. On est vraiment obligé quelque part de devenir un petit peu notre propre coupe ou d'incarner la coupe de l'alchimiste en nous, hein, de faire notre propre laboratoire. Et ensuite, je trouve que dans toute la symbolique de cette nouvelle lune, on peut regarder le Casimir, hein. Donc Hermès, il est au cœur du soleil, il est régénéré, il est là pour nous délivrer un message, mais il est aussi là pour nous aider, pour nous accompagner dans les seuils. C'est celui qui va nous guider et qui va aussi nous protéger justement face à ces œdèmes, on pourrait dire, psychiques ou face à cette trop d'eau, hein. C'est celui qui fait un pont entre le conscient et l'inconscient, mais il n'est ni prisonnier du monde d'en bas, ni prisonnier du monde du dessus. Il a cette dimension vraiment de médiateur, hein. Il va nous aider à traduire aussi les contenus de l'inconscient en symboles. Il nous aide à offrir une clarté à la profondeur. Et moi, il m'a fait penser, alors je suis très sur Jung, hein, en ce moment, à c'est un livre de Lise Green sur le livre rouge. Alors, vous savez que le livre rouge, c'est la confrontation de Jung avec son inconscient. Donc, vraiment, j'avais l'impression que cette nouvelle lune avec le Casimir et Uranus, c'était un petit peu comme si on devenait tous, peut-être, je ne sais pas si on devenait tous, mais en tout cas, on était invités peut-être à créer notre propre livre rouge en étant guidés par Mercure pour nous confronter à ces contenus de l'inconscient et remonter à la surface. Donc, il y a un des personnages avec lequel Jung va rentrer en contact qui s'appelle Philémon. Alors, Philémon, il a une nature à la fois saturnienne, alors c'est intéressant parce que la nouvelle lune et Mercure sont en lien à Saturne, et aussi une dimension un peu mercurielle parce qu'il est un peu ambigu, il est ambivalent. C'est un petit peu le daimon qui va d'ailleurs guider Jung dans les profondeurs. Et ce que Jung expliquera, c'est qu'il avait vraiment une voix propre. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'il y avait en effet des contenus autonomes qui avaient une voix et une fonction propre, qui étaient différentes de la voix de la conscience. Et je me demandais s'il n'y avait pas justement cette invitation à reconnecter avec notre Philémon. Donc, vous pouvez chacun le voir, c'est le mage, le vieux maître, il est à la fois sage et ironique, il est profond et il trompe. Lise Green, elle l'évoque vraiment comme cette figure, vous savez, hermétique, hein, donc la dimension de Mercure, Hermès, qui est le dieu des passages, qui nous guide dans le souterrain, et à la fois qui nous déstabilise par son côté trickster, qui va renverser les significations, mais qui va nous aider à délivrer un message qui n'est pas celui forcément de notre conscience, qui vient d'un lieu beaucoup plus profond, qui parfois pas toujours lisible, hein, parce qu'il va s'exprimer au travers d'images et de symboles, mais on peut voir un petit peu ça comme une invitation à décoder nos profondeurs. Et surtout, Mercure va aussi nous protéger parce que, un, il ne reste pas prisonnier, donc il y a un temps pour descendre et un temps pour remonter. Il connaît aussi les frontières, hein, c'est-à-dire c'est le gardien des entre-deux, et il va jamais s'identifier aux parties de nous-mêmes qui doivent mourir. Il va pas non plus chercher à faire trop de discours sur elles. Il va accompagner le processus.
Il peut aussi nous accompagner à affronter nos bêtes ou nos monstres. Alors ça, vous le retrouvez chez Hercule, par exemple, avec le Cerbère. Et c'est aussi celui qui va être l'oracle, hein, donc notre propre oracle, notre propre Philémon, pour trouver cette parole intérieure, pour pouvoir écrire ce qui émerge, pour pouvoir dessiner peut-être vos mandalas. Mais en tout cas, il y a une force aussi de ne pas s'enfermer ou être prisonnier de ce qui peut remonter, de ce qui peut être désagréable, mais vraiment de le métaboliser et d'en faire quelque chose. Donc voilà, j'ai vu aussi, je suis désolée, je crois que la qualité de la vidéo, même de l'image, n'est pas forcément très belle. Je pense qu'on a perdu, on a eu un petit tremblement de terre tout à l'heure. Bon, c'est souvent que ça tremble, mais là, c'était un peu plus fort et je pense que ça a un petit peu déstabilisé les lignes. Donc, je m'excuse. Je vous souhaite à tous un beau passage et je reste comme toujours disponible pour les consultations ou l'exploration vraiment de cette dimension de l'astrologie au travers des cours que je vous propose. Je vous dis à bientôt.